Ce jour-là, en triant les papiers d'Emeric, j'ai trouvé un trousseau de clés avec une adresse griffonnée au dos. Une maison en Bretagne, isolée, inconnue, 30 ans de mariage, et jamais il ne m'y avait emmené. Quand j'ai ouvert cette porte, j'ai compris que j'avais vécu avec un étranger toute ma vie. Je m'appelle Apolline Darcy, j'ai 63 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Il y a 6 mois, j'ai enterré mon mari. Emeric est mort un mardi matin, dans notre chambre, d'un infarctus foudroyant. 67 ans, aucun signe avant-coureur. Le médecin m'a dit que c'était rare, mais pas impossible. Une artère bouchée, une douleur brève, puis plus rien. Je me souviens du silence qui a suivi. Ce silence épais, presque solide, qui envahit une maison quand quelqu'un disparaît pour toujours. Les horloges continuent de tourner, les volets grincent, mais tout sonne creux. Le jour de l'enterrement, il pleuvait. Une pluie fine, bretonne, qui mouille sans faire de bruit. La cathédrale de Vannes était pleine. Des collègues de la banque, où Emeric avait passé 40 ans. Des voisins, des amis du golf, des cousins éloignés venus de Paris. Tout le monde répétait la même chose. C'était un homme bien, discret, mais fiable, un pilier. Et moi, debout près du cercueil en chêne massif, vêtu de noir, je hochais la tête, je serrais des mains, je recevais des condoléances polies. Mais au fond de moi, je me sentais étrangement vide, pas triste, pas soulagé non plus, juste vide, comme si je venais d'assister aux funérailles d'un homme que je connaissais mal. Un homme poli, ponctuel, prévisible, Emeric, mon mari depuis 30 ans. Les semaines qui ont suivi ont été mécaniques. J'ai rangé ses affaires, trié ses costumes, donné ses chaussures, répondu aux lettres de la banque, de l'assurance, du notaire. Tout était en ordre. Emeric avait toujours été méticuleux. Pas une facture en retard, pas un document manquant. Même sa mort était organisée. Mais un après-midi, alors que je fouillais dans le tiroir de son bureau à la recherche de son acte de naissance pour le notaire, j'ai trouvé quelque chose. Un petit trousseau de clés, 3 clés en laiton, attachées par un anneau argenté. Et sur l'anneau, une étiquette en carton jauni avec une adresse écrite à la main, à l'encre bleue, 17, chemin des Ajoncs, Plébène, Bretagne. Je suis resté immobile, le trousseau dans la paume de ma main. Plébène. Je connaissais ce nom. Un village isolé, quelque part dans le Finistère. Emeric m'avait parlé de la région, autrefois. Il disait qu'il y allait parfois pour se reposer, pour marcher, pour réfléchir, mais jamais il ne m'avait proposé de l'accompagner. Jamais il ne m'avait dit qu'il possédait une maison là-bas. J'ai retourné le trousseau. Rien d'autre. Juste ces 3 clés, froides, silencieuses. Et soudain, j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Une intuition, un malaise. Pourquoi avoir caché ces clés dans un tiroir? Pourquoi ne jamais m'avoir parlé de cette maison? Qu'est-ce qu'Emeric avait bien pu cacher pendant 30 ans? Le soir même, j'ai cherché l'adresse sur Internet. La maison existait. Une vieille longère en pierre entourée de champs, isolée, loin de tout. Les photos satellites montraient un toit d'ardoise, des murs épais, un portail en fer rouillé. Rien de luxueux, rien de moderne. Juste une maison de campagne ordinaire, perdue au milieu de nulle part. J'aurais pu laisser tomber, appeler le notaire, mettre la maison en vente sans même y aller. Mais je ne pouvais pas, parce qu'au fond de moi, je savais. Je savais qu'Emeric ne cachait pas une maison, il cachait une vie. 2 jours plus tard, j'ai pris la voiture. Le trajet de Vannes à Pleyben dure 3 heures. 3 heures à rouler à travers la campagne bretonne, sous un ciel gris et bas, entre les haies d'Ajoncs et les champs détrempés. Plus j'approchais, plus mon cœur battait vite. Qu'allais-je trouver? Une maîtresse? Une deuxième famille? Des dettes? Des secrets honteux? Ou pire encore, rien du tout, juste une maison vide. Et la confirmation que mon mari avait eu besoin de s'éloigner de moi pour respirer. Arrivé à Pleyben, j'ai suivi les indications. Le village était minuscule. Une église, une boulangerie, quelques maisons grises serrées autour d'une place. Puis, à la sortie du bourg, j'ai emprunté un chemin de terre bordé d'arbres nus, le chemin des Ajoncs. Au bout de 500 mètres, la maison est apparue, exactement comme sur les photos. Pierre grise, toit d'ardoise, volets clos, silencieuse. J'ai arrêté la voiture devant le portail. Mes mains tremblaient. J'ai pris le trousseau dans mon sac. La première clé a ouvert le portail. La deuxième, la porte d'entrée. Et quand j'ai poussé cette porte, mon Dieu,
J'ai failli tomber, parce que ce que j'ai vu, ce n'était pas une maison abandonnée. C'était une maison habitée, récemment habitée. Il y avait des meubles, des rideaux tirés, une odeur de bois et de tabac froid. Et partout, des traces d'Emeric. Ses lunettes de lecture sur la table basse, son pull gris posé sur le dossier d'une chaise, ses chaussons près de la cheminée. Mais ce n'était pas ça. Le pire, c'était les photos. Des dizaines de photos, accrochées au mur, posées sur les étagères, glissées dans des cadres en bois clair. Des photos d'Emeric, mais pas seul, avec un homme que je ne connaissais pas, un homme brun, aux yeux clairs, souriant à côté de lui, main dans la main, joue contre joue, assis sur un banc de jardin, debout devant cette même maison, et au dos de certaines photos, des inscriptions à l'encre noire. Pleben, été 1995, toujours nous deux. Notre refuge, avril 2003. 20 ans déjà. Je t'aime encore. J'ai lâché la photo. Mes jambes se sont dérobées. Je me suis assise par terre, dos contre le mur, incapable de respirer. Emeric, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé 30 ans de ma vie, avait aimé un autre homme pendant tout ce temps. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je suis restée assise par terre pendant une éternité, le dos contre le mur froid, les genoux repliés, les yeux fixés sur ces photos éparpillées autour de moi. Emeric et cet homme, encore et encore, souriant, complice, heureux. Une forme de bonheur que je n'avais jamais vue sur son visage à lui. Pas avec moi, en tout cas. Je me suis relevée lentement. J'ai ramassé les photos une par une. Je les ai regardées avec une attention presque chirurgicale, comme si j'allais trouver une explication rationnelle. Une erreur, un malentendu. Mais non, c'était bien lui, mon mari, dans une vie parallèle. J'ai posé les photos sur la table et je me suis assise sur le canapé en velours usé. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop vite. Et malgré moi, j'ai commencé à me souvenir, à remonter le temps. Jusqu'au jour où tout avait commencé. J'avais 33 ans quand j'ai rencontré Emeric. C'était en 1995. Un dîner organisé par mon amie Constance, à Paris. Une soirée élégante, dans un appartement du 16e arrondissement. Des bougies, du champagne, des conversations policées. J'étais divorcée depuis 2 ans. Une première union ratée avec un avocat arrogant qui me trompait ouvertement. J'avais quitté Paris pour Vannes, cherchant à me reconstruire loin de tout ce bruit. Je travaillais comme traductrice indépendante. J'avais une petite maison près du port. Une vie simple, calme. Mais ce soir-là, Constance avait insisté pour que je vienne. « Tu vas te dessécher toute seule en Bretagne, Apolline. Viens, juste une soirée. » Et j'étais venue. Emeric était assis à côté de moi pendant le dîner. Un homme discret, élégant sans ostentation. Costume gris anthracite, cravate sobre. Cheveux poivre et sel impeccablement coiffés. Il m'avait salué poliment. Puis nous avions parlé. De littérature, de voyage, de musique classique. Il aimait Chopin. Moi aussi. Il détestait les dîners mondains. Moi aussi. Il préférait la mer aux montagnes. Moi aussi. C'était facile, fluide, agréable. Rien d'électrique, rien de passionné. Juste confortable. À la fin de la soirée, il m'avait raccompagné à mon hôtel. Dans le taxi, il m'avait dit « Vous savez, Apolline, je ne suis pas quelqu'un de démonstratif. Je n'ai jamais été très doué pour les grandes déclarations, mais je pense que nous pourrions nous entendre. Si vous le souhaitez, bien sûr. » J'avais souri. C'était la demande la plus raisonnable qu'on m'ait jamais faite. Pas « je t'aime », pas « tu es la femme de ma vie », juste « nous pourrions nous entendre ». Et à 33 ans, après un divorce douloureux, ça me semblait suffisant. Nous nous sommes revus, une fois par mois d'abord, puis toutes les 2 semaines. Emeric venait à Vannes. Nous dînions dans des restaurants discrets. Nous marchions le long du port. Il m'offrait des livres. Je lui préparais du thé. Il ne parlait jamais de ses sentiments, jamais de passion, jamais de désir brûlant. Mais il était là, ponctuel, fiable, attentionné à sa manière. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage, un soir, dans le salon de ma petite maison. Pas de genoux à terre, pas de bague sortie d'un écrin de velours, juste une phrase, prononcée calmement, en reposant sa tasse de thé. « Apolline,
Je pense que nous devrions nous marier. Ce serait raisonnable. Raisonnable. Le mot m'avait fait sourire. Mais au fond, c'était exactement ce que je cherchais. Quelqu'un de stable, de prévisible, quelqu'un qui ne me blesserait pas. Alors j'avais dit oui. Nous nous sommes mariés en septembre 1996. Une cérémonie simple, la mairie de Vannes. Une vingtaine d'invités, un déjeuner dans un petit restaurant avec vue sur le golfe. Aymeric portait un costume beige. J'avais choisi une robe crème, sans fioritures. Pas de violon, pas de larmes, pas de déclarations enflammées. Juste deux adultes qui s'unissaient avec prudence et bon sens. Après la cérémonie, nous avons emménagé ensemble dans une maison plus grande, à quelques kilomètres du centre-ville. Une belle demeure bourgeoise avec jardin, grille en fer forgé, glycine grimpante sur la façade. Aymeric avait un poste de directeur adjoint à la Banque de Bretagne. Moi, je continuais mes traductions depuis mon bureau à l'étage. Nous avions des habitudes, des rituels. Le petit déjeuner à 7h30, toujours le même. Tartines beurrées, confiture de fraises, café noir. Le dimanche matin, promenade le long de la plage de Conlo. Le jeudi soir, dîner chez nos amis Marguerite et Henri. Une fois par an, une semaine à Deauville. Tout était ordonné, prévu, rassurant. Bien sûr, il y avait des moments creux, des silences que je remplissais en lisant, des soirées où Aymeric s'enfermait dans son bureau pendant des heures. Je me souviens de m'être demandé parfois s'il pensait à moi quand nous étions ensemble, s'il me désirait, s'il m'aimait vraiment. Mais je chassais ces pensées, parce qu'Aymeric était là. Il ne buvait pas, il ne criait jamais, il ne levait jamais la main. Il ne me trompait pas, ou du moins, c'est ce que je croyais. Il était juste absent, poliment absent. Et moi, je m'étais habituée à cette absence. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Assise dans cette maison inconnue, entourée de ces photos qui racontaient une autre histoire, j'ai compris quelque chose. Aymeric ne m'avait jamais aimée. Pas comme un homme aime une femme. Il m'avait épousée parce que c'était attendu. Parce que sa famille le voulait. Parce qu'à 37 ans, un homme célibataire commence à susciter des questions. Et moi, j'avais accepté ce mariage parce que j'avais peur de rester seule, parce que je voulais la sécurité, parce que je croyais que l'amour raisonnable était le seul qui dure. Nous avions construit une vie ensemble, une belle façade. Mais derrière cette façade, il y avait ce homme brun aux yeux clairs. Il y avait cette maison secrète. Il y avait 30 ans de mensonges polis. J'ai regardé autour de moi. Le salon était simple mais chaleureux. Un canapé en velours, une table basse en bois sombre, une cheminée en pierre, des rideaux épais, des étagères remplies de livres. Tout sentait Aymeric, son parfum, ses choix, son goût, mais aussi autre chose, une présence étrangère, masculine, douce. Sur la table basse, il y avait un vieux carnet en cuir marron. Je l'ai pris. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert la première page. Et j'ai lu, écrit à l'encre bleue, d'une écriture que je connaissais par cœur. Journal, 1988. Mon sang s'est glacé. 1988. 8 ans avant notre mariage. J'ai tourné la page. Et là, j'ai lu les premiers mots qui allaient tout détruire. Je m'appelle Aymeric Moreau. J'ai 30 ans. Et je vis un mensonge depuis toujours. J'ai refermé le carnet immédiatement, comme si ces pages brûlaient. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner contre mes tempes. Je vis un mensonge depuis toujours. Cette phrase résonnait dans ma tête, encore et encore. J'ai posé le carnet sur la table. J'ai reculé. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la campagne bretonne s'étendait à perte de vue. Des champs gris, des arbres nus. Le ciel bas et lourd. J'aurais pu partir, remonter dans ma voiture, rentrer à Vannes, brûler ce trousseau de clés, vendre cette maison sans jamais y remettre les pieds. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'il fallait que je sache. Il fallait que je comprenne qui avait été mon mari et qui j'avais été, moi, pendant toutes ces années. Je me suis rassise. J'ai repris le carnet. J'ai respiré profondément. Puis j'ai commencé à lire. Journal d'Aymeric Moreau. 1988. 15 mars 1988. Je m'appelle Aymeric Moreau. J'ai 30 ans et je vis un mensonge depuis toujours. Aujourd'hui, mon père m'a encore demandé quand j'allais me marier. Nous étions dans son bureau, à la banque. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, avec ce sourire poli qui cache toujours un reproche. Tu as 30 ans, Aymeric.
Il serait temps de fonder une famille. Les gens parlent. Les gens parlent. C'est tout ce qui compte pour lui. L'image. Le qu'en dira-t-on. La respectabilité bourgeoise. Je n'ai rien répondu. Comme toujours. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai dit que j'y réfléchissais. Mais au fond de moi, je sais que je ne pourrai jamais lui donner ce qu'il attend. Parce que je ne serai jamais l'homme qu'il veut que je sois. J'ai relevé les yeux. 1988. Aymeric avait 30 ans. Moi, j'en avais 26. Je vivais encore à Paris, mariée à Laurent, l'avocat qui me rendait déjà malheureuse. Aymeric et moi ne nous connaissions pas encore. Il vivait seul, à Vannes, travaillant pour la banque familiale sous la pression constante de son père. J'ai tourné la page. 22 avril 1988. Je l'ai revu aujourd'hui. Il s'appelle Mathieu. Il travaille à la bibliothèque municipale. Cheveux bruns, yeux gris-bleu, sourire discret. Nous nous croisons depuis des mois. Toujours le même rituel. Je viens emprunter un livre le samedi après-midi. Il me le tamponne. Nos doigts se frôlent. Nous ne disons rien. Mais aujourd'hui, il m'a glissé un mot entre les pages du livre. Café demain ? 15 heures ? Place des Lys. J'ai mis le mot dans ma poche. Mon cœur battait comme celui d'un adolescent. Je sais que je ne devrais pas y aller. Mais je vais y aller. J'ai posé ma main sur ma bouche. Mathieu, l'homme des photos, le visage souriant à côté d'Aymeric, celui qu'il avait aimé pendant toutes ces années. J'ai continué. 24 avril 1988. Nous avons parlé pendant 3 heures, dans ce petit café près de la cathédrale. 2 hommes discutant de littérature, de musique, de rien et de tout. Personne n'aurait pu deviner. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai su. Il est comme moi. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti seul. 17 mai 1988. Nous nous voyons presque tous les jours maintenant. Toujours en cachette. Toujours avec cette prudence maladive. Nous marchons le long du port. Nous parlons de livres. Nous rions. Hier soir, sur le banc face à la mer, il a posé sa main sur la mienne. Personne ne nous a vus. Mais mon Dieu, comme j'avais peur. Et comme j'étais heureux. 3 juin 1988. Je lui ai dit que je l'aimais. Nous étions dans sa chambre, au-dessus de la librairie où il loue un petit appartement. Il m'a regardé longuement, puis il a souri. Moi aussi. C'est la première fois que je prononce ces mots pour quelqu'un. Et c'est la première fois qu'on me les dit en retour. J'ai fermé les yeux. Mon Dieu. Aymeric avait aimé cet homme dès 1988. 8 ans avant de me rencontrer. 8 ans avant de me demander en mariage. J'ai tourné les pages rapidement. Les entrées se succédaient. Des mois. Des années. 12 septembre 1990. Mon père insiste de plus en plus. Il m'a présenté la fille d'un notaire ce week-end. Une femme charmante, convenable, issue d'une bonne famille. Il attend que je la rappelle. Mais je ne peux pas. Parce que chaque soir, je rentre chez Mathieu. Je dors contre lui. Je me réveille à ses côtés. Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre ? 5 mars 1992. Mathieu et moi avons trouvé une maison. Une vieille longère isolée, à Plébène, loin de Vannes, loin des regards. Nous l'avons achetée ensemble, en secret, avec nos économies. C'est notre refuge, le seul endroit où nous pouvons être nous-mêmes, le seul endroit où je peux respirer. Mes mains tremblaient. 1992, 4 ans avant notre mariage. Aymeric avait déjà cette maison. Il vivait déjà avec Mathieu, en secret. Et moi, je ne savais rien. 14 janvier 1995. Mon père est malade, cancer du poumon. Stade avancé. Le médecin dit qu'il lui reste 6 mois, peut-être 1 an. Hier soir, il m'a fait venir dans sa chambre. Il était très pâle, très faible. Il m'a pris la main et il a dit « Aymeric, je veux te voir marié avant de partir. Je veux savoir que tu ne seras pas seul, que tu auras une famille. C'est tout ce que je te demande. » Je n'ai rien répondu. Comment lui dire la vérité ? Comment lui dire que je ne serai jamais l'homme qu'il espère ? 23 février 1995. J'ai parlé à Mathieu. Je lui ai dit que mon père était mourant, que je ne pouvais pas le décevoir. Pas maintenant. Il a pleuré. Moi aussi. Mais il a compris. Il m'a dit « Fais ce que tu dois faire. Je t'attendrai. Je t'aimerai toujours. Même si tu appartiens à quelqu'un d'autre sur le papier. » Nous avons décidé de garder la maison de Plébène, notre refuge. Le seul endroit où nous resterons libres. J'ai laissé tomber le carnet. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus tenir les pages. Tout devenait clair. Aymeric ne m'avait pas choisi. Il m'avait utilisé, comme couverture,
comme façade respectable, pour mourir en paix avec son père. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la cuisine. Sur le comptoir, il y avait une vieille cafetière italienne, des tasses dépareillées, un pot de miel. Tout était simple, intime, vivant. C'était ici qu'Aymeric avait été heureux, pas avec moi. Ici, avec Mathieu. Je suis retournée dans le salon. J'ai repris le carnet et j'ai lu la dernière entrée de l'année 1995. 18 décembre 1995. J'ai rencontré une femme. Elle s'appelle Apolline, divorcée, traductrice, douce, discrète. Mon amie Constance l'a invitée à dîner. Elle m'a placée à côté d'elle. Nous avons parlé. Elle a souri. Elle m'a semblé inoffensive. Mathieu m'a dit, si tu dois le faire, choisis quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne souffrira pas trop. Je pense qu'Apolline est cette personne. Elle cherche la sécurité, pas la passion. Et moi, je cherche une épouse qui ne posera pas de questions. Nous pourrions nous entendre. J'ai lâché le carnet. Il est tombé par terre avec un bruit sourd. Et moi, je me suis effondrée, parce que je venais de comprendre. Aymeric m'avait choisi parce que j'étais inoffensive, parce que j'étais prévisible, parce que je ne poserai jamais de questions. 30 ans de ma vie, 30 ans de mensonges polis, 30 ans passés à côté d'un homme qui ne m'avait jamais aimé et qui n'avait jamais eu l'intention de le faire. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise par terre, le carnet ouvert devant moi, les photos éparpillées, le silence de cette maison qui n'était pas la mienne. Dehors, la nuit était tombée. Je n'avais pas allumé les lumières. J'étais juste là, dans l'obscurité, à essayer de respirer, à essayer de comprendre comment j'avais pu être aussi aveugle. Quand je suis finalement rentrée à Vannes, il était presque minuit. J'ai conduit dans un brouillard mental. Les phares des voitures me paraissaient flous, les virages interminables. Je me suis garée devant ma maison, notre maison, et je suis restée dans la voiture, moteur éteint, pendant 1 heure, incapable de franchir la porte. Parce qu'à l'intérieur, tout allait me rappeler lui, ses pantoufles près de la cheminée, son fauteuil en cuir, son odeur sur les draps, 30 ans de vie commune, 30 ans de mensonges. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné dans la maison comme une âme en peine. J'ai ouvert des tiroirs, fouillé des placards, cherché des preuves, quelque chose, n'importe quoi. Un signe que j'aurais dû voir, et je les ai trouvés, partout. Dans le bureau d'Aymeric, j'ai découvert un vieux agenda de l'année 1996, l'année de notre mariage. J'ai feuilleté les pages, le cœur battant, et j'ai vu. Des annotations discrètes, toujours les mêmes jours, les vendredis et samedis. P, juste une lettre, répétée encore et encore. P, 15 heures. P, week-end. P, Playben. Il allait à Playben presque tous les week-ends, pendant que je croyais qu'il partait en déplacement professionnel. Ou qu'il visitait un vieux cousin en Bretagne. Il allait retrouver Mathieu. J'ai continué à chercher. Dans une boîte en carton au fond de l'armoire, j'ai trouvé des lettres, des dizaines de lettres, écrites à la main, sur du papier fin, toutes signées « Monsieur ». J'en ai ouvert une au hasard. Mon Aymeric, ces 2 jours avec toi ont été les plus beaux de l'année. Je déteste te voir partir. Je déteste savoir que tu retournes là-bas, dans cette vie qui n'est pas la tienne. Mais je comprends. Je t'ai promis que je comprendrais. La maison est vide sans toi. Ton pull est encore sur le dossier de la chaise. Ton livre est ouvert sur la table de nuit. J'ai fait du café ce matin, comme si tu allais descendre. Mais tu n'étais plus là. Reviens vite. Je t'aime. Ton Mathieu. La lettre était datée du 23 septembre 1997, 1 an après notre mariage. J'avais 35 ans. Aymeric en avait 39. Nous vivions ensemble depuis 1 an. Nous avions nos habitudes, nos rituels du dimanche, nos dîners du jeudi chez Marguerite et Henri. Et pendant ce temps, Aymeric écrivait à un autre homme, recevait des lettres d'amour, partait tous les week-ends pour retrouver sa vraie vie. J'ai ouvert une autre lettre. Aymeric, j'ai relu ton dernier mot 100 fois. Tu me dis que tu te sens coupable, que tu as l'impression de me voler du temps, de voler du temps à ta femme aussi. Mais mon amour, tu ne voles rien. Tu essaies juste de survivre. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu portes ce poids sur tes épaules depuis toujours. Mais quand tu es ici, avec moi, tu n'as pas à porter de masque. Tu peux juste être toi. C'est tout ce que je veux. Que tu sois toi. Même si ce n'est qu'un week-end par mois. Je t'attendrai toujours. Monsieur. Daté du 12 mars 2001.
5 ans après notre mariage. J'avais 39 ans. Émeric en avait 43. Cette année-là, nous avions passé une semaine à Deauville pour notre anniversaire de mariage. Émeric m'avait offert un collier de perles. Nous avions dîné au Royal. Tout semblait parfait. Mais en réalité, il comptait les jours avant de pouvoir retourner à Playben, avant de pouvoir retrouver Mathieu. J'ai posé les lettres. Mes mains tremblaient, et soudain, j'ai compris quelque chose de pire encore. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était pas une aventure passagère. C'était une double vie. Complète, structurée, assumée. Émeric n'avait jamais été mon mari. Il était le mari de Mathieu. Moi, j'étais juste la façade. Les jours suivants ont été un cauchemar. Je continuais ma vie normale. Je répondais au téléphone. Je parlais au notaire. Je triais les papiers de succession. Mais à l'intérieur, je me décomposais. Chaque soir, je relisais les lettres. Je feuilletais l'agenda. Je regardais les photos que j'avais ramenées de Playben. Et je cherchais des signes dans ma propre mémoire. Des moments où j'aurais dû comprendre. Des moments où j'aurais dû poser des questions. Je me souvenais de cette fois, en 2003, où Émeric était rentré d'un week-end à Playben avec une égratignure sur la joue. Il m'avait dit qu'il était tombé en marchant dans les bois. Je l'avais cru. Je me souvenais de ces soirées où il s'enfermait dans son bureau pendant des heures, prétendant travailler sur des dossiers de la banque. Mais en réalité, il écrivait à Mathieu. Je me souvenais de ces nuits où il se tournait de l'autre côté du lit, me donnant le dos. Ces nuits où il ne me touchait jamais, où il ne me regardait jamais. J'avais pensé que c'était normal, que c'était la vie de couple après quelques années, que la passion s'estompait toujours. Mais ce n'était pas ça. C'était juste qu'il ne m'avait jamais désiré. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Un soir, j'ai appelé Marguerite. Marguerite et Henri étaient nos plus proches amis. Nous dînions ensemble tous les jeudis depuis 20 ans. Elle m'a répondu à la 3e sonnerie. « Apolline, ma chérie, comment vas-tu? Tu tiens le coup ?» Sa voix était douce, inquiète. J'ai failli tout lui raconter. Mais je me suis retenue, parce que j'avais honte. Honte d'avoir été aussi naïve, aussi aveugle. Honte d'avoir vécu 30 ans avec un homme sans jamais vraiment le connaître. Alors j'ai juste dit « Ça va, je trie ses affaires. C'est difficile. » Elle a soupiré. « Je comprends. Émeric était un homme si discret, si réservé, mais tellement fiable. Tu as eu de la chance, Apolline. Vraiment. De la chance. » Le mot m'a transpercé comme une lame. J'ai raccroché rapidement, prétextant un autre appel, et je me suis assise par terre, dans le couloir, et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Parce que je venais de comprendre quelque chose. Personne ne savait. Personne n'avait jamais su. Émeric avait joué son rôle à la perfection. Le mari dévoué, l'homme discret, le notable respectable. Et moi, j'avais joué le mien. L'épouse patiente, la femme compréhensive, celle qui ne pose jamais de questions. Le lendemain, j'ai trouvé autre chose. Dans une enveloppe Kraft, cachée au fond d'un tiroir de la commode, il y avait des relevés bancaires, des relevés d'un compte que je ne connaissais pas. Un compte ouvert à la Banque postale de Quimper, en 1992, à son nom, et au nom de Mathieu Berger, un compte joint. J'ai parcouru les relevés, des années et des années de transactions, des virements réguliers, des retraits, des paiements de factures, électricité de la maison de Playben, taxes foncières, travaux de rénovation. Tout était là, noir sur blanc, la preuve qu'ils vivaient ensemble, qu'ils partageaient tout, qu'ils étaient un couple, un vrai couple. Le relevé le plus récent datait de mars 2026, 2 mois avant la mort d'Émeric. Il y avait un virement de 1 500 €, avec la mention « Pour les travaux du toit, monsieur, Émeric planifiait encore l'avenir de cette maison, même à 67 ans, même à 2 mois de sa mort. Il pensait encore à Mathieu, il pensait encore à leur refuge. Je me suis effondrée sur le lit, notre lit, celui où nous avions dormi côte à côte pendant 30 ans, et j'ai compris. J'avais passé toute ma vie à me contenter de miettes, de politesse, de confort, de sécurité matérielle, pendant qu'Émeric donnait son cœur, son âme, son vrai lui-même à quelqu'un d'autre. Je m'étais annulée, effacée, soumise. J'avais accepté le silence, les absences, la froideur, parce que j'avais peur de rester seule, parce que je croyais que c'était mieux qu'un divorce, mieux que le vide, mais en réalité, j'avais vécu dans le vide pendant 30 ans. Un vide poli, bien habillé,
socialement acceptable. Mais un vide quand même. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais retourner à Playben. J'allais lire tous les carnets, jusqu'au bout, même si ça me détruisait. Parce qu'il fallait que je sache, il fallait que je comprenne toute l'histoire, avant de pouvoir tourner la page. Je suis retourné à Playben 3 jours plus tard. Cette fois, j'avais préparé un sac, des vêtements de rechange, de quoi manger, un thermos de café, parce que je savais que j'allais y passer du temps, le temps qu'il faudrait pour tout lire, pour tout comprendre. La route m'a semblé plus courte que la première fois, ou peut-être que j'étais juste engourdi. Mon esprit tournait en boucle, les mêmes questions, les mêmes images, Émeric et Mathieu, main dans la main, souriant, pendant que moi je l'attendais sagement à Vannes. Quand je suis arrivé devant la maison, il pleuvait, une pluie fine et froide, typiquement bretonne. J'ai ouvert le portail, j'ai garé la voiture dans l'allée, et cette fois, en poussant la porte d'entrée, je n'ai pas eu le choc de la découverte, juste une douleur sourde, profonde, comme une plaie qui refuse de cicatriser. Je me suis installé sur le canapé, j'ai posé mon sac, j'ai sorti le premier carnet, celui de 1988, et puis j'ai cherché les autres. Ils étaient là, rangés sur l'étagère du salon, alignés par ordre chronologique. 28 carnets en cuir marron, identiques, un par année, de 1988 à 2016. 28 ans de vie secrète, 28 ans d'amour caché. J'ai pris le deuxième carnet, celui de 1989. J'ai ouvert la première page et j'ai commencé à lire. Journal d'Émeric Moreau, 1989, 7 janvier 1989. Nouvelle année, nouveau mensonge. Hier soir, j'ai dîné chez mes parents. Ma mère m'a encore présenté une jeune femme. La fille d'un médecin de l'Orient. Jolie, cultivée, parfaite sur le papier. Mais quand elle m'a souri, je n'ai ressenti que du vide. Parce que le soir même, je suis rentré chez Mathieu. Il m'attendait avec un plat de blanquette. Nous avons mangé devant la cheminée. Il m'a raconté sa journée à la bibliothèque. Et j'étais heureux. Vraiment heureux. Comment expliquer à ma mère que c'est ça, le bonheur? Pas une épouse parfaite, pas des enfants, pas une famille respectable. Juste Mathieu, et moi, et ce silence confortable entre nous. 14 mars 1989, Mathieu a 32 ans aujourd'hui. Je lui ai offert une édition originale de Rimbaud. Il a pleuré en l'ouvrant. Nous avons passé la soirée à lire des poèmes à voix haute. Je est un autre. Comme ces mots résonnent en moi. Toute ma vie, j'ai été un autre. L'homme que mon père voulait, l'employé modèle, le fils respectable. Mais avec Mathieu, je suis moi. Simplement moi. 28 août 1989. Nous avons passé 2 semaines ensemble à Playben. 2 semaines de liberté absolue. Nous nous sommes levés tard. Nous avons marché dans les bois. Nous avons cuisiné ensemble. Nous avons lu. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Mathieu m'a dit, si seulement ça pouvait être toujours comme ça. Mais nous savons tous les deux que c'est impossible. Le monde n'est pas fait pour des hommes comme nous. J'ai posé le carnet. 1989. Émeric avait 31 ans. Mathieu, 32. Ils vivaient déjà leur amour en secret. Ils rêvaient déjà d'une vie impossible. Et 7 ans plus tard, Émeric allait m'épouser. J'ai pris le carnet de 1992, l'année où ils avaient acheté cette maison. Journal d'Émeric Moreau, 1992, 3 mars 1992. Nous avons signé aujourd'hui. La maison est à nous, à Mathieu et à moi. Elle est modeste, elle a besoin de rénovation, mais elle est isolée, loin de tout. Personne ne nous connaît ici. Nous pourrons être nous-mêmes. C'est notre refuge, notre royaume secret. 12 mai 1992. Mathieu a emménagé officiellement. Il a quitté son appartement au-dessus de la librairie. Il a démissionné de la bibliothèque municipale de Vannes. Il a trouvé un poste à la médiathèque de Châteaulin, à 20 minutes de Playben. Maintenant, il vit ici, dans notre maison. Et moi, je viens le rejoindre chaque week-end. C'est bancal. C'est frustrant, c'est insuffisant. Mais c'est tout ce que nous pouvons avoir. 22 juillet 1992. Nous avons refait la cuisine ensemble. Mathieu a peint les murs en blanc. J'ai installé les nouvelles étagères. Ce soir, nous avons inauguré la pièce avec un dîner simple. Pâtes au pesto, salade, vin blanc. Mathieu a levé son verre et il a dit « À notre foyer, notre foyer ». Ces mots m'ont bouleversé, parce que c'est exactement ce que c'est. Ici, nous sommes une famille. 15 novembre 1992.
Mon père m'a convoqué dans son bureau aujourd'hui. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit « Aymeric, tu as 34 ans, tu vis seul, tu refuses toutes les femmes que je te présente. » Les gens commencent à se poser des questions. J'ai senti mon sang se glacer. Quelles questions? Tu sais très bien lesquelles. Il n'a pas prononcé le mot, mais il était là, suspendu entre nous. J'ai menti, comme toujours. Je n'ai juste pas encore trouvé la bonne personne. Il a secoué la tête. Trouve-la. Vite. Sinon, ta carrière à la banque en souffrira. Et ta réputation aussi. Quand je suis rentrée à Playben ce soir-là, j'ai tout raconté à Mathieu. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit « Je sais ce que tu devras faire, et je te pardonnerai. » Mais moi, est-ce que je pourrais me pardonner? J'ai fermé les yeux. 1992, 4 ans avant notre mariage. Aymeric savait déjà qu'il devrait épouser une femme, pour sauver les apparences, pour protéger sa carrière, et Mathieu avait déjà accepté. Par amour, j'ai pris le carnet de 1995, l'année où nous nous étions rencontrés. Journal d'Aymeric Moreau, 1995, 14 janvier 1995. Mon père est en train de mourir. Le médecin lui donne 6 mois. Hier soir, il m'a fait promettre de me marier avant sa mort. J'ai promis, parce que je suis un lâche. 23 février 1995. J'ai parlé à Mathieu. Je lui ai dit que je devais tenir ma promesse, que je ne pouvais pas laisser mon père mourir en pensant que j'étais anormal. Mathieu a pleuré, moi aussi, mais il a compris. Il m'a dit « Choisis quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne te fera pas souffrir, quelqu'un qui ne remarquera pas que ton cœur est ailleurs. Comment peut-il être aussi généreux? Comment peut-il m'aimer assez pour me laisser partir ?» 18 décembre 1995. J'ai rencontré Apolline. Mon amie Constance l'a invitée à un dîner. Elle m'a placé à côté d'elle. Apolline est douce, réservée. Elle parle peu. Elle sourit poliment. Elle est divorcée. Elle a 33 ans. Elle cherche la stabilité, pas la passion. Mathieu m'a dit « C'est elle. C'est celle qui ne posera pas de questions. » Je crois qu'il a raison. Elle semble résignée, comme moi. Nous pourrions construire une vie ensemble, une vie confortable, prévisible, et je pourrais continuer à venir ici, à Playben, avec Mathieu. C'est égoïste, c'est lâche, mais je n'ai pas le choix. 31 décembre 1995. J'ai revu Apolline 3 fois ce mois-ci. Nous avons dîné, nous avons marché le long du port, nous avons parlé de livres. Elle ne me pose jamais de questions personnelles. Elle ne cherche pas à savoir où je vais le week-end. Elle ne demande pas pourquoi je suis si distant. C'est parfait. Je vais lui demander de m'épouser. Bientôt. J'ai serré le carnet dans mes mains. Les larmes coulèrent sur mes joues. Elle ne pose jamais de questions. C'est parfait. Il m'avait choisi pour ma passivité, pour mon silence, pour ma résignation. J'ai continué, carnet après carnet. Journal d'Aymeric Moreau, 1996, 12 février 1996. J'ai demandé à Pauline en mariage hier soir. Elle a dit oui. Elle a souri. Elle a eu l'air soulagée. Pas heureuse, soulagée. Je pense qu'elle cherche juste quelqu'un qui ne la blessera pas. Si seulement elle savait. 7 septembre 1996. Nous nous sommes mariés aujourd'hui. Mairie de Vannes, 20 invités, un déjeuner simple. Mon père était là, dans un fauteuil roulant, très affaibli, mais souriant. Il m'a serré la main et il a dit « Je suis fier de toi, mon fils. » Mathieu n'était pas là, évidemment. Mais ce soir, quand je suis rentrée dans la maison que je partage maintenant avec Apolline, j'ai trouvé une lettre de lui. « Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Va vivre ta vie. Je serai là quand tu reviendras. » Je l'ai lu 10 fois, puis je l'ai caché au fond d'un tiroir, et je suis allée me coucher à côté de ma femme qui ne sait rien. 3 octobre 1996. Mon père est mort ce matin, paisiblement, dans son sommeil. Il est parti en pensant que j'étais un homme respectable, marié, normal. Je devrais me sentir soulagée, mais je me sens juste vide. 20 octobre 1996. Je suis retournée à Playben pour la première fois depuis le mariage. Mathieu m'attendait sur le perron. Quand il m'a vue, il a pleuré. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre pendant une éternité. « Tu m'as manqué », il a dit. « Tu m'as manqué aussi. » Cette nuit-là, nous avons dormi enlacés. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré. J'ai posé le carnet. Octobre 1996. 1 mois après notre mariage. Aymeric était déjà retourné chez Mathieu.
pendant que je rangeais notre maison, pendant que je m'habituais à cette nouvelle vie. Il était dans les bras d'un autre homme. J'ai pris le carnet de 1997, puis celui de 1998, puis celui de 1999. Les années défilaient, toutes pareilles, des week-ends à Playben, des lettres de Mathieu, des mensonges à moi, journal d'Émeric Moreau, 2000, 15 juin 2000. Apolline m'a demandé aujourd'hui pourquoi nous n'avions pas d'enfants. Nous étions dans le jardin, elle taillait les rosiers. Elle a dit « Émeric, ça fait 4 ans qu'on est mariés. Tu ne penses pas qu'il serait temps ?» J'ai senti la panique monter, parce que je ne peux pas avoir d'enfant avec elle. Ce serait une trahison de plus, un mensonge de trop. J'ai dit « Je ne me sens pas prêt, pas encore. » Elle a hoché la tête, elle n'a rien ajouté. Elle ne pose jamais de questions. C'est exactement pour ça que je l'ai épousée. 28 décembre 2000. Mathieu m'a demandé « Est-ce que tu couches avec elle ?» Nous étions dans la cuisine de Playben. Il préparait le dîner. J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité. Rarement, très rarement, juste pour garder les apparences. Il a posé le couteau. Il s'est tourné vers moi. « Je ne te juge pas, Émeric, mais ça me fait mal quand même. » J'ai posé ma main sur la sienne. « C'est toi que j'aime, seulement toi. » Il a souri tristement. « Je sais, mais parfois je me demande combien de temps on va pouvoir continuer comme ça. » J'ai refermé le carnet brutalement. Mes mains tremblaient. Rarement, très rarement, juste pour garder les apparences. Notre intimité, notre vie de couple, tout n'était qu'une mise en scène, un décor vide. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé. Le ciel restait gris. Et moi, j'étais là, dans cette maison qui n'était pas la mienne, à lire la vie d'un homme que je croyais connaître, à découvrir que j'avais été utilisée pendant 30 ans. Pas maltraitée, pas humiliée publiquement, juste utilisée, comme un objet pratique, une couverture sociale, une épouse de façade. J'ai repris les carnets. Il m'en restait encore 20 à lire. 20 ans de mensonges, 20 ans de double vie. Et je voulais tout savoir, jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière trahison. J'ai passé la nuit dans cette maison. Je n'en avais pas eu l'intention. Mais la nuit était tombée sans que je m'en aperçoive. J'étais assise sur le canapé, entourée de carnets ouverts, de lettres éparpillées, de photos retournées. Une lampe éclairait faiblement le salon. Dehors, le silence de la campagne bretonne était total. Et moi, je lisais, sans m'arrêter, carnet après carnet, année après année. Journal d'Émeric Moreau, 2003, 8 avril 2003. Apolline a 41 ans aujourd'hui. Je lui ai offert un foulard Hermès. Elle a souri poliment. Elle m'a dit « Merci, Émeric, tu es toujours si attentionné. » Attentionné. Si elle savait que ce matin même, j'ai acheté une bague en argent pour Mathieu, pour nos 15 ans ensemble. 15 ans. Nous sommes ensemble depuis 15 ans, depuis 1988. Et dans quelques jours, je vais célébrer 7 ans de mariage avec une femme que je n'aime pas. 20 avril 2003. J'ai passé le week-end à Playben. Mathieu a préparé un dîner spécial. Blanquette de veau, tarte aux pommes. Nous avons ouvert une bouteille de Château Margaux. Après le dîner, je lui ai donné la bague. Il a pleuré en la passant à son doigt. 15 ans, Émeric. 15 ans qu'on se cache. 15 ans qu'on vole des moments. Je sais. Est-ce que ça finira un jour? Je n'ai pas su quoi répondre. Parce que je sais que non. Ça ne finira jamais. Nous sommes condamnés à cette vie double. Pour toujours. 3 juillet 2003. Apolline m'a posé une question étrange ce soir. Nous étions dans le salon. Elle lisait. Moi aussi. Elle a levé les yeux et elle a dit « Émeric, est-ce que tu m'aimes ?» J'ai figé. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle savait, qu'elle avait tout découvert. Mais non. Son regard était juste, vide, résigné. J'ai répondu « Bien sûr, Apolline. Pourquoi tu me demandes ça ?» Elle a haussé les épaules. Comme ça, on ne se le dit jamais. Puis, elle est retournée à son livre. J'ai eu envie de tout lui avouer. Sur le moment. Mais je n'ai rien dit, parce que je suis un lâche. J'ai posé le carnet. Mes mains tremblaient. Je me souvenais de ce soir-là. Juillet 2003. J'avais 41 ans. Émeric en avait 45. Nous étions mariés depuis 7 ans. Et ce soir-là, j'avais senti quelque chose. Un vide. Une distance. Alors j'avais posé la question. « Est-ce que tu m'aimes ?» Il avait dit oui. Et moi, je l'avais cru.
parce que j'avais besoin d'y croire, parce que l'alternative était trop douloureuse. J'ai repris ma lecture. Journal d'Émeric Moreau, 2007. 14 février 2007. Saint-Valentin. J'ai emmené Apolline dîner au Carré d'Art, à Vannes. Restaurant élégant. Bougies. Menu gastronomique. Elle portait une robe bleue. Elle était jolie. Souriante. Nous avons parlé de tout et de rien. Du travail, des voisins, du voyage à Deauville prévu en août. Et pendant tout le dîner, je pensais à Mathieu. Parce que demain, je vais à Plébène. Et nous allons fêter notre vraie Saint-Valentin. Celle qui compte. 15 février 2007. Mathieu m'attendait avec un repas fait maison. Coq au vin. Gratin dauphinois. Tarte tatin. Nous avons mangé devant la cheminée. Il m'a offert une édition rare de Proust. Nous avons lu des passages à voix haute. Nous avons ri. Nous nous sommes embrassés. Et j'ai réalisé quelque chose. Je suis heureux ici. Vraiment heureux. Pas à Vannes. Pas avec Apolline. Ici. Avec lui. C'est ici ma vraie vie. 28 septembre 2007. Apolline m'a demandé pourquoi je partais si souvent le week-end. Elle était dans la cuisine. Elle préparait le dîner. « Émeric, tu es parti 3 week-ends sur 4 ce mois-ci. Tu vas où ?» J'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai répondu calmement « Tu sais bien, mon cousin Alain. Il est âgé. Je vais l'aider avec la maison. » Elle a hoché la tête. « D'accord, mais tu me manques quand tu pars. Tu me manques. » Ces mots m'ont transpercé, parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait rien. Et moi, je continue de mentir. J'ai fermé les yeux. Septembre 2007. Cousin Alain. Il n'avait jamais existé. C'était juste une excuse, une couverture. Pendant 11 ans, j'avais cru qu'Émeric aidait un vieux cousin malade. Mais en réalité, il retrouvait l'homme qu'il aimait. Journal d'Émeric Moreau, 2010. 5 mars 2010. Mathieu a 53 ans aujourd'hui. Je suis arrivé à Plébène hier soir avec un gâteau au chocolat. Son préféré. Nous avons soufflé les bougies ensemble. Il a fait un vœu. Je lui ai demandé lequel. Il a souri tristement. Que nous puissions vieillir ensemble. Vraiment ensemble, sans se cacher. Mon cœur s'est serré, parce que je sais que ce vœu ne se réalisera jamais. 18 juin 2010. Apolline m'a dit qu'elle aimerait qu'on passe plus de temps ensemble. Nous avons 14 ans de mariage. Nous vivons dans la même maison. Nous dormons dans le même lit. Mais elle a raison. Nous ne passons pas de temps ensemble. Parce que je ne suis jamais vraiment là. Mon corps est à Vannes. Mais mon esprit, mon cœur, mon âme sont à Plébène. Avec Mathieu. Journal d'Émeric Moreau, 2013. 11 novembre 2013. Mathieu et moi avons fêté nos 25 ans ensemble. 25 ans. Un quart de siècle d'amour caché. Nous avons ouvert une bouteille de champagne. Nous avons regardé de vieilles photos. Photos de nous, jeunes, souriant devant cette maison qu'on venait d'acheter en 1992. Photos de nous, en 1988, sur le banc près du port de Vannes. Mathieu a dit « Tu te souviens du premier jour où tu m'as dit que tu m'aimais ?» Oui, c'était un 3 juin, 1988. Décra, 25 ans. Il a posé sa tête sur mon épaule. Je ne regrette rien, Émeric, même si on doit se cacher, même si je dois te partager. Je ne regrette rien. Moi, je regrette tout. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre au grand jour. Je regrette de l'avoir fait souffrir. Je regrette de mentir à Apolline depuis 17 ans. J'ai lâché le carnet. 17 ans. En 2013, nous étions mariés depuis 17 ans. J'avais 51 ans. Émeric en avait 55. Nous avions des cheveux gris, des rides au coin des yeux. Nous avions vieilli ensemble. Mais lui, il vieillissait aussi avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'il aimait vraiment. Depuis 25 ans. J'ai ouvert le carnet suivant. Journal d'Émeric Moreau, 2016. 7 janvier 2016. Mathieu est tombé malade. Rien de grave. Une grippe sévère. Mais à 59 ans, ce n'est pas anodin. Je suis resté à Plébène pendant 5 jours. J'ai appelé Apolline pour lui dire que j'étais en déplacement professionnel à Nantes. Elle m'a cru. Comme toujours. J'ai veillé sur Mathieu. Je lui ai fait du bouillon. J'ai changé ses draps. Je l'ai bercé la nuit quand il avait de la fièvre. Et j'ai réalisé quelque chose. Si Mathieu mourait, je mourrais aussi. Pas physiquement, mais intérieurement. Parce qu'il est la seule personne au monde qui me connaît vraiment. Qui connaît l'homme que je suis. Pas celui que je prétends être. 23 février 2016. Mathieu va mieux. Ce matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble.
Café, tartines, confiture de framboise. Il a souri et il a dit « Merci de t'être occupé de moi. » J'ai pris sa main. « Je m'occuperai toujours de toi. Toujours. » Il a hoché la tête. « Mais pas quand ce sera vraiment la fin, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien répondu. Parce qu'il a raison. Quand Mathieu mourra, je ne pourrai pas être à ses côtés. Je ne pourrai pas le tenir dans mes bras. Je ne pourrai même pas assister à son enterrement. Parce que personne ne sait qu'il existe. Personne ne sait que nous existons. J'ai posé le carnet lentement. Les larmes coulèrent sur mes joues. Pas de colère cette fois. Juste de la tristesse. Une tristesse immense. Pour Aymeric, pour Mathieu, pour moi. Pour ces 3 vies gâchées par la peur, par la honte, par les conventions sociales d'une autre époque. J'ai pris le dernier carnet, celui de 2016. Il était moins épais que les autres. À peine une dizaine de pages. J'ai ouvert la première. Journal d'Aymeric Moreau. 2016. 15 décembre 2016. C'est le dernier carnet que j'écris. Pas parce que je vais arrêter d'aimer Mathieu, pas parce que je vais arrêter de mentir, mais parce que j'en ai assez d'écrire les mêmes mots. Encore et encore. Je l'aime. Je mens. Je regrette. 28 ans de carnet. 28 ans de double vie. Qu'est-ce que ça m'a apporté? L'amour de Mathieu, oui. Un refuge à Playben, oui. Mais aussi, quoi? Une vie entière de culpabilité. Une épouse que je n'ai jamais aimée, que j'ai utilisée, trahie. Un homme que j'aime, mais que je ne peux pas revendiquer. Je suis fatiguée. Fatiguée de mentir. Fatiguée de me cacher. Mais je ne peux pas m'arrêter. Parce que maintenant, c'est trop tard. Apolline et moi avons 60 ans passés. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Comment pourrais-je lui dire la vérité maintenant? Comment pourrais-je détruire sa vie après l'avoir déjà gâchée pendant 2 décennies? Alors je continuerai. Jusqu'à la fin. Je mentirai jusqu'à mon dernier souffle. Et j'espère qu'après ma mort, personne ne trouvera jamais ces carnets. J'espère qu'Apolline ne saura jamais. Parce que si elle savait, elle comprendrait qu'elle a vécu avec un étranger pendant 30 ans. J'ai fermé le carnet. Mes mains tremblaient tellement que je l'ai laissé tomber par terre. J'espère qu'Apolline ne saura jamais. Mais je savais. Maintenant, je savais tout. Le soleil se levait. Une lumière pâle entrait par la fenêtre du salon. Je suis restée assise là, immobile, pendant une éternité, entourée de ces carnets, de ces lettres, de ces photos, de toute une vie que je n'avais jamais connue. Et soudain, j'ai compris quelque chose. Aymeric ne m'avait pas juste trahi. Il s'était trahi lui-même. Il avait renoncé à être qui il était, par peur, par honte, par obéissance. Il avait vécu 2 vies, et il avait été malheureux dans les 2, parce qu'on ne peut pas être heureux quand on ment tout le temps, même pas à soi-même. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Je me suis levée lentement. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai fait du café dans la vieille cafetière italienne. Et pendant que le café montait, j'ai regardé autour de moi. Cette maison n'était pas un lieu de trahison. C'était un refuge. Le seul endroit où Aymeric avait pu être lui-même. Le seul endroit où il avait été heureux. Et moi, j'avais été quoi? Une couverture, une façade, une épouse de papier, mais aussi une prisonnière. Prisonnière de ma propre peur, de ma propre résignation. Parce que j'aurais pu poser des questions. J'aurais pu insister, chercher, douter. Mais je ne l'avais pas fait. Parce qu'au fond, moi aussi, j'avais peur de la vérité. Je suis restée à Playben pendant 3 jours. 3 jours à errer dans cette maison qui racontait une histoire d'amour de 38 ans. 38 ans. De 1988 à 2026. Aymeric avait 30 ans quand il avait rencontré Mathieu. Il en avait 67 quand il était mort. Presque toute sa vie d'adulte. Le 3e jour, j'ai décidé de fouiller partout. Pas par vengeance, pas par curiosité morbide. Mais parce qu'il fallait que je comprenne jusqu'au bout. Il fallait que je sache comment cette histoire s'était terminée. Dans la chambre à l'étage, j'ai trouvé leur vie commune. Un lit double, 2 tables de chevet, des livres empilés des 2 côtés. Sur la table de gauche, Proust, Rimbaud, Gide. Sur la table de droite, Camus, Yourcenar, Duras, les goûts d'Aymeric, les goûts de Mathieu. Dans l'armoire, leurs vêtements étaient rangés côte à côte. Les costumes gris d'Aymeric, les pulls en laine de Mathieu, des chemises blanches, des pantalons de velours côtelé. Tout sentait encore le bois et le tabac froid, comme si quelqu'un venait de partir. Sur la commode, il y avait des photos encadrées.
Émeric et Mathieu à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, toute une vie en images. Je les ai regardés longuement. Sur chaque photo, Émeric souriait. Un vrai sourire, lumineux, libre, un sourire que je ne lui avais jamais vu. Dans le tiroir de la table de nuit d'Émeric, j'ai trouvé une enveloppe Kraft. Elle était marquée « Pour Mathieu, à ouvrir après ma mort ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai hésité. C'était privé. Ce n'était pas pour moi, mais j'étais déjà allé trop loin. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre, datée du 15 janvier 2026, 4 mois avant la mort d'Émeric. Mon Mathieu, si tu lis ces lignes, c'est que je suis parti. Je t'écris cette lettre parce qu'il y a des choses que je ne t'ai jamais dites, des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. D'abord, merci. Merci d'avoir été patient. Merci d'avoir attendu chaque week-end. Merci d'avoir accepté de vivre dans l'ombre pendant 38 ans. Merci de m'avoir aimé même quand je ne le méritais pas. Je sais que ce n'était pas facile. Je sais que tu as souffert, que tu as pleuré seul, la nuit, quand je repartais à Vannes. Je sais que tu m'en as voulu, même si tu ne me l'as jamais dit. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ces 38 années avec toi ont été les seules vraies années de ma vie. Le reste, la banque, Vannes, Apolline, ce n'était qu'un décor, une mise en scène obligée. Mais ici, à Plébène, avec toi, j'étais moi, vraiment moi. J'aurais dû avoir le courage de vivre avec toi au grand jour, de quitter Apolline, de revendiquer notre amour. Mais j'ai eu peur, peur du regard des autres, peur de perdre ma carrière, peur de décevoir ma famille. Et cette peur a gâché nos vies. Parce que tu méritais mieux qu'un amant à mi-temps. Tu méritais quelqu'un qui t'aurait choisi, publiquement, fièrement, pas quelqu'un qui se cachait. Je suis désolée, Mathieu. Désolée de ne pas avoir été l'homme que tu méritais. Désolée de t'avoir fait vivre dans le mensonge. Mais sache une chose, je t'ai aimé, chaque jour, chaque minute. Et si je devais revivre ma vie, je te choisirais encore, 1000 fois, 10 000 fois. Même en cachette, même dans l'ombre. Parce que t'avoir aimé, c'est la seule chose vraie que j'ai jamais faite. Adieu, mon amour, ton Émeric. 15 janvier 2026. J'ai replié la lettre lentement. Les larmes coulaient sur mes joues. Pas de colère, pas de rage, juste une immense tristesse. Pour ces deux hommes qui s'étaient aimés en secret pendant 38 ans. Pour cet amour qui n'avait jamais pu exister au grand jour. Pour cette vie gâchée par la peur. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe. Et soudain, j'ai pensé à quelque chose. Mathieu. Où était Mathieu? J'ai fouillé la maison. Dans le bureau du rez-de-chaussée, j'ai trouvé des documents administratifs, des factures d'électricité, des avis d'imposition, des relevés bancaires. Et là, sur un papier daté de mars 2026, j'ai vu une adresse. Mathieu Berger. Résidence Les Hortensias, Châteaulin. Une résidence, une maison de retraite. J'ai cherché sur Internet. Les Hortensias. Établissement médico-social. Soins de longue durée. Unité Alzheimer. Mon sang s'est glacé. Mathieu était en maison de retraite, atteint d'Alzheimer. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture. Direction Châteaulin. 20 minutes de route depuis Plébène. J'avais la lettre d'Émeric dans mon sac et une question qui me brûlait les lèvres. Est-ce que Mathieu savait qu'Émeric était mort? La résidence Les Hortensias était un bâtiment moderne, en briques rouges, entouré d'un jardin bien entretenu. J'ai poussé la porte d'entrée. Une infirmière m'a accueilli avec un sourire. « Bonjour, madame. Vous venez voir quelqu'un ?» J'ai hésité. Puis j'ai dit « Oui, Mathieu Berger. » Son sourire s'est adouci. « Ah, monsieur Berger. Il est dans le salon? Vous êtes de la famille ?» J'ai menti. « Oui, une cousine éloignée. » Elle a hoché la tête. « Suivez-moi. Mais je dois vous prévenir. Monsieur Berger a une forme avancée d'Alzheimer. Il a des moments de lucidité, mais ils sont rares. » Elle m'a conduite jusqu'à un grand salon lumineux. Il y avait une dizaine de personnes âgées, certaines assises devant la télévision, d'autres jouant aux cartes. Et là, près de la fenêtre, assis dans un fauteuil roulant, il y avait un homme aux cheveux blancs, aux yeux gris-bleu, au visage marqué par le temps. Mathieu. Je me suis approché lentement. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner contre mes tempes. L'infirmière a posé sa main sur mon épaule. « Monsieur Berger, vous avez de la visite. » Il a levé les yeux vers moi. Son regard était vide, perdu. « Bonjour », j'ai dit doucement. Il m'a regardé longuement, sans un mot. Puis, il a souri vaguement. « Bonjour, mademoiselle.
Vous êtes gentille. L'infirmière s'est éloignée discrètement. Je me suis assise sur la chaise à côté de lui. J'ai posé mon sac par terre. Et pendant un long moment, nous sommes restés silencieux. Mathieu regardait par la fenêtre. Ses mains tremblaient légèrement sur les accoudoirs du fauteuil. Il avait 69 ans, le même âge qu'Aymeric aurait eu aujourd'hui s'il avait vécu. Finalement, j'ai parlé. « Monsieur Berger, est-ce que vous connaissez Aymeric Moreau ?» Il a tourné la tête vers moi, lentement. Son regard s'est troublé, comme s'il cherchait quelque chose dans sa mémoire. « Aymeric. » Il a répété le nom plusieurs fois, à voix basse. « Aymeric. Oui, Aymeric. » Puis soudain, son visage s'est éclairé. « Aymeric. Bien sûr, mon Aymeric. » Il a souri. Un vrai sourire, lumineux. « Il vient me voir bientôt ? Il est en retard. Il vient toujours le samedi. » Mon cœur s'est brisé. J'ai pris sa main. « Monsieur Berger, Aymeric ne viendra plus. » Il m'a regardé sans comprendre. « Pourquoi ? Il est fâché ? » « Non, il n'est pas fâché. » J'ai respiré profondément. « Il est mort. Il y a 6 mois. » Le silence est tombé. Mathieu me regardait, les yeux écarquillés. « Mort ? Oui. Aymeric est mort ? Oui. » Il a retiré sa main de la mienne. Il a secoué la tête. « Non, non, vous mentez. Il vient tous les samedis, toujours. Depuis... Il a froncé les sourcils, cherchant dans sa mémoire défaillante. Depuis quand ? Je ne sais plus. Mais il vient toujours. Puis, soudain, il a éclaté en sanglots, comme un enfant. Aymeric, mon Aymeric. Il pleurait, les mains sur le visage, le corps secoué par les sanglots. Je l'attends depuis si longtemps. Pourquoi il ne vient pas ? Une infirmière est accourue. Elle m'a regardé avec reproche. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ? » « La vérité. » Elle a secoué la tête. « Il ne peut pas supporter ça. Son ami venait le voir tous les week-ends, depuis qu'il est ici, depuis 3 ans. Et puis un jour, il a arrêté. Monsieur Berger a pleuré pendant des semaines. Et maintenant, avec la maladie, il oublie. Il attend encore, tous les samedis, 3 ans. Mathieu était en maison de retraite depuis 2023. Et Aymeric venait le voir, tous les week-ends, jusqu'à sa mort en mai 2026. L'infirmière a emmené Mathieu. Il pleurait encore. Il répétait le nom d'Aymeric, encore et encore. Et moi, je suis restée assise là, dans ce salon de maison de retraite, entourée de vieilles personnes qui ne me voyaient pas. J'avais tout perdu. 30 ans de mariage, 30 ans de vie commune. Mais eux, ils avaient tout perdu aussi. Aymeric avait vécu dans le mensonge, dans la peur, dans la honte, et Mathieu avait attendu, pendant 38 ans, dans l'ombre. Et maintenant, il était seul, malade, oubliant peu à peu l'homme qu'il avait aimé toute sa vie. Nous avions tous perdu, tous les 3, parce que personne n'avait eu le courage de vivre la vérité. Je suis rentrée à Vannes ce soir-là. La route m'a semblé interminable. Dans ma tête, je revoyais le visage de Mathieu, ses yeux perdus, ses larmes. Mon Aymeric, pourquoi il ne vient pas ? Quand je suis arrivée devant ma maison, notre maison, j'ai eu du mal à sortir de la voiture, parce que cette maison n'était plus la mienne. Elle ne l'avait peut-être jamais été. C'était juste un décor, une façade, comme tout le reste. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, dans le noir, entourée de 30 ans de souvenirs qui n'en étaient pas vraiment. Des photos de nous en voyage, à Deauville, à Paris, en Normandie. Aymeric et moi, souriant poliment pour l'appareil. 2 étrangers jouant aux époux. Au petit matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette maison, pas après tout ce que j'avais appris. Mais avant de partir, il fallait que je fasse quelque chose de juste, de moral. J'ai appelé le notaire, maître Dufour, un homme discret, efficace, qui gérait la succession d'Aymeric. « Madame Darcy, bonjour. Comment allez-vous ? » « Aussi bien que possible, maître. J'ai une question concernant le testament de mon mari. Je vous écoute. Est-ce qu'il a laissé quelque chose à quelqu'un d'autre que moi ? » Un silence. « Non, madame. Vous êtes l'unique héritière. La maison de Vannes, les comptes bancaires, les placements, tout vous revient. Et la maison de Pleyben ? La maison de Pleyben ? » Il a marqué une pause. J'entendais le bruit de papier qu'on feuilletait. Ah oui, il y a effectivement une propriété à Pleyben, achetée en 1992, mais elle n'apparaît pas dans le testament officiel. Techniquement, elle vous revient aussi, comme partie du patrimoine commun. Je vois. Vous souhaitez la vendre ? Non.
Je souhaite la donner. La donner? À qui? À Mathieu Berger. Un long silence. Madame Darcy, je ne connais pas ce nom. Qui est cette personne? Quelqu'un qui a plus de droits que moi sur cette maison. Mais, légalement, vous... Légalement, oui, je suis propriétaire. Mais moralement, non. Cette maison appartient à Mathieu Berger. Elle lui a toujours appartenu. Je veux que vous établissiez les papiers nécessaires pour qu'elle lui soit transférée. Gratuitement. Madame, c'est très généreux, mais... S'il vous plaît, maître, faites-le. Il a soupiré. Très bien. Je vais préparer l'acte de donation. 3 semaines plus tard, le transfert était fait. La maison de Plébène appartenait officiellement à Mathieu Berger, même s'il ne le savait pas, même s'il ne le comprendrait probablement jamais. Mais ce n'était pas suffisant. Il y avait autre chose que je devais faire, quelque chose de plus difficile. Un matin de juillet 2026, je suis retourné à Plébène. Pour la dernière fois. J'avais une mission. J'ai ouvert la porte de la maison. L'odeur familière de bois et de tabac froid m'a accueilli. Je suis monté à l'étage. Dans la chambre, j'ai pris tous les carnets, les 28 carnets en cuir marron. Je les ai descendus dans le salon, je les ai posés sur la table basse. Puis je suis retourné chercher les lettres, toutes les lettres de Mathieu, et les photos, toutes les photos. J'ai passé l'après-midi à tout organiser. Les carnets, rangés par ordre chronologique, de 1988 à 2016. Les lettres, classées par année. Les photos, disposées dans des albums que j'avais achetés à Châteaulin, puis j'ai écrit une lettre pour Mathieu, même s'il ne pourrait probablement jamais la lire. Monsieur Berger, je m'appelle Apolline Darcy. J'étais l'épouse d'Émeric Moreau. Je dis « j'étais » parce que maintenant, je comprends que je n'ai jamais vraiment été sa femme. Sa femme, c'était vous. Je sais tout. J'ai lu les carnets, j'ai lu vos lettres, j'ai vu les photos. J'ai vu l'amour que vous avez partagé pendant 38 ans. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Je ne vous en veux pas. Au début, oui. Au début, j'étais en colère. J'avais l'impression d'avoir été trahi, utilisé, humilié. Mais maintenant, je comprends. Vous n'avez pas choisi cette situation. Émeric non plus. Et moi non plus. Nous avons tous été prisonniers. Prisonniers de la peur, des conventions, de la honte. Émeric vous aimait. Vraiment. Profondément. Et vous l'avez aimé aussi. Malgré tout. Malgré les mensonges. Malgré la distance. Malgré les samedis volés. Vous méritez d'avoir tout ça. Les carnets, les lettres, les photos. Ce sont vos souvenirs, pas les miens. Cette maison est à vous maintenant. Légalement. Officiellement. J'ai fait le nécessaire pour que tout vous revienne. Peut-être que vous ne lirez jamais cette lettre. Peut-être que vous avez déjà tout oublié. Mais si un jour, dans un moment de lucidité, vous vous souvenez, sachez qu'Émeric vous aimait. Jusqu'à son dernier souffle. Et sachez que moi, Apolline, je vous ai rendu ce qui vous appartient. Parce que c'est juste. Parce que vous avez souffert assez longtemps. Adieu, Monsieur Berger. Apolline Darcy, 15 juillet 2026. J'ai plié la lettre. Je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai posée sur la table à côté des carnets. Puis, j'ai pris la lettre qu'Émeric avait écrite pour Mathieu, celle datée du 15 janvier 2026. Pour Mathieu, à ouvrir après ma mort. Je l'ai placée sur le dessus, bien en évidence. Ensuite, j'ai fait le tour de la maison. Pour la dernière fois, j'ai touché le dossier du canapé en velours, la table en bois sombre, les étagères remplies de livres. J'ai regardé la cheminée où il s'était assis, soir après soir, pendant 38 ans. J'ai monté à l'étage. J'ai regardé leur lit, leur table de nuit, leurs vêtements dans l'armoire, et j'ai compris quelque chose. Cette maison n'était pas un symbole de trahison, c'était un symbole d'amour, un amour impossible, caché, brisé par la peur, mais un amour quand même. Je suis redescendu, j'ai pris mon sac et j'ai quitté la maison, sans me retourner. Le lendemain, je suis allé à la résidence Les Hortensias. J'ai demandé à parler à la directrice, Madame Leclerc, une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant. Madame Darcy, que puis-je faire pour vous? Je viens vous parler de Monsieur Mathieu Berger. Elle a hoché la tête. Ah oui, un de nos résidents, un homme si doux, mais la maladie progresse rapidement, malheureusement. Je sais, j'aimerais que quelque chose soit fait. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Voici un chèque, 10 000 €. Je souhaite que cet argent serve à améliorer le quotidien de Monsieur Berger.
des sorties, des activités, des soins supplémentaires, tout ce qui peut lui apporter du réconfort. Madame Leclerc a pris l'enveloppe. Elle m'a regardée avec surprise. C'est très généreux. Mais vous êtes de la famille? Non. Alors pourquoi? Parce que je lui dois ça. Elle n'a pas posé plus de questions. Elle a juste hoché la tête. Merci, Madame Darcy. Je veillerai personnellement à ce que cet argent soit bien utilisé. En sortant de la résidence, j'ai croisé Mathieu dans le jardin. Il était assis sur un banc, sous un arbre, seul. Il regardait les fleurs. Je me suis approchée. Bonjour, monsieur Berger. Il a levé les yeux, m'a regardé sans me reconnaître. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, très bien. J'attends quelqu'un. Qui? Aymeric. Il vient toujours le samedi. Mon cœur s'est serré. Mais cette fois, je n'ai pas dit la vérité. J'ai juste souri. Alors je vous souhaite une belle journée. Il m'a rendu mon sourire. Merci, mademoiselle. Vous êtes gentille. Et je suis partie, en le laissant attendre, parce que parfois, l'attente est plus douce que la vérité. En rentrant à Vannes, j'ai pris une autre décision. Je n'allais pas garder la maison. Cette grande maison bourgeoise, avec jardin, grille en fer forgé, glycine sur la façade. Cette maison où j'avais vécu 30 ans de mensonges polis. J'allais vendre. Et avec l'argent, j'allais recommencer. Ailleurs. Autrement. Parce qu'à 63 ans, j'avais encore du temps. Du temps pour vivre une vraie vie. Pas une vie de façade. Pas une vie de résignation. Une vraie vie. J'ai aussi pris une décision concernant les amis. Marguerite et Henri. Les dîners du jeudi. Les conversations polies. Tout ce monde qui avait admiré notre couple. Parfait. Je ne leur ai rien dit. Pas par lâcheté. Pas par honte. Mais par respect. Respect pour Aymeric. Et pour Mathieu. Parce que leur histoire n'appartenait qu'à eux. Et ce n'était pas à moi de la révéler. Le temps ferait son œuvre. Les gens oublieraient Aymeric et moi. Nous deviendrions juste un vieux couple parmi d'autres. Ah oui, les Moreau. Il est mort d'un infarctus. Elle a vendu la maison. On ne sait pas où elle est partie. Et c'était très bien comme ça. Un matin d'août 2026, j'ai fait mes valises. 2 grandes valises. Quelques cartons de livres. Le reste, je l'ai donné. Ou vendu, ou jeté. J'ai pris la voiture. Et j'ai roulé vers le sud, vers la lumière, vers la chaleur, vers une nouvelle vie. Je ne savais pas encore où j'allais m'installer. Peut-être en Provence, peut-être en Occitanie, peut-être ailleurs. Mais pour la première fois depuis 30 ans, je me sentais libre, libre de choisir, libre d'être moi, libre de vivre sans mentir. Et dans le rétroviseur, j'ai vu la maison disparaître, cette maison qui avait abrité 30 ans de vie commune, 30 ans de silence poli, 30 ans de mensonges partagés. J'aurais pu être amère, j'aurais pu haïr Aymeric, mais je ne le haïssais pas, parce que j'avais compris quelque chose. Aymeric n'avait pas été heureux non plus. Il avait vécu une double vie, une vie écartelée. Il avait menti à tout le monde, y compris à lui-même. Et moi, j'avais accepté ce mensonge, parce que j'avais peur, peur de rester seule, peur de l'échec, peur de vivre vraiment. Mais maintenant, je n'avais plus peur. Parce que le temps m'avait appris quelque chose. Il vaut mieux vivre 10 ans de vérité qu'une vie entière de mensonges. Même si cette vérité fait mal, même si elle détruit tout. Et j'avais encore du temps pour construire quelque chose de vrai. Pour moi. Je me suis installée à Aix-en-Provence en septembre 2026. Un petit appartement lumineux dans le quartier Mazarin. 2 pièces. Un balcon avec vue sur les toits de tuiles ocre. Loin de la Bretagne. Loin de la pluie. Loin des souvenirs. J'avais 63 ans. Pour la première fois de ma vie, je vivais seule. Vraiment seule. Pas avec un mari fantôme. Pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Seule. Libre. Les premiers mois ont été difficiles. Pas à cause de la solitude, mais à cause du silence intérieur. Ce silence qu'on découvre quand on arrête de jouer un rôle. Quand on arrête de sourire poliment. De hocher la tête. De se taire. J'ai commencé à écrire. Pas les carnets d'Aymeric. Pas son histoire. Mon histoire. J'écrivais le matin, sur le balcon, avec un café et le soleil de Provence. J'écrivais tout ce que j'avais ressenti pendant 30 ans. La solitude, l'absence, le vide. Mais aussi la complicité, les rires rares, les moments de paix. Parce que ce n'était pas tout noir. Il y avait eu de bons moments aussi. Des promenades le dimanche, des dîners tranquilles, des voyages à Deauville. Aymeric n'avait pas été cruel, juste absent. Et moi, j'avais été là, patiente, résignée.
Nous avions été 2 personnes perdues, vivant côte à côte sans jamais vraiment se toucher. Un jour de novembre 2026, j'ai reçu un appel. Maître Dufour, le notaire. Madame Darcy, bonjour. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Mon cœur s'est serré. Oui, Monsieur Mathieu Berger est décédé. Avant-hier, à la résidence Les Hortensias. J'ai fermé les yeux. Comment? Cause naturelle. Il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. L'infirmière m'a dit qu'il est parti paisiblement. Paisiblement. Madame Leclerc, la directrice, m'a contacté. Monsieur Berger n'avait pas de famille, pas d'héritier, mais il avait cette maison à Playben, celle que vous lui aviez donnée. Oui, dans ces moments de lucidité, il avait apparemment rédigé un testament, holographe, très simple. Il lègue la maison à vous. Je suis restée silencieuse. À moi? Oui. Il a écrit « Si je meurs, je veux que la maison revienne à Apolline Darcy. » Parce qu'elle a compris. C'est daté du 20 août 2026, un mois après votre donation. Les larmes ont coulé sur mes joues. Mathieu avait su. Dans un moment de lucidité, il avait compris ce que j'avais fait, et il m'avait rendu la maison, non pas par rejet, mais par reconnaissance. Madame Darcy, vous êtes toujours là? Oui. Que souhaitez-vous faire de cette maison? Vendez-la. Et donnez l'argent à la résidence Les Hortensias, pour les patients Alzheimer qui n'ont pas de famille. C'est très généreux. C'est juste. L'enterrement de Mathieu a eu lieu 1 semaine plus tard, à Châteaulin, un petit cimetière tranquille, à l'ombre des arbres. J'y suis allée. Il n'y avait personne d'autre, pas de famille, pas d'amis, juste moi et le prêtre. La cérémonie a été brève, quelques prières, une bénédiction, puis le cercueil a été descendu dans la terre. Je suis restée là, debout devant la tombe, longtemps après le départ du prêtre, et j'ai parlé à Mathieu, à voix basse, comme on parle à quelqu'un qu'on connaît depuis toujours. Monsieur Berger, Mathieu, je ne vous ai jamais vraiment connu, mais je vous ai lu, j'ai lu vos lettres, j'ai vu vos photos, j'ai vu votre amour. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Vous avez aimé Émeric pendant 38 ans. Vous l'avez attendu. Vous avez accepté de vivre dans l'ombre. Et maintenant, vous êtes enfin libre. Libre de l'attendre encore, mais cette fois sans souffrir, sans mentir. J'espère que là où vous êtes ensemble, vraiment ensemble. J'ai posé une rose blanche sur la tombe, puis je suis partie. En rentrant à Aix-en-Provence, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Émeric était mort en mai 2026, à 67 ans, d'un infarctus, seul dans notre chambre, sans avoir pu dire adieu à personne, ni à moi, ni à Mathieu. Mathieu était mort en novembre 2026, à 69 ans, seul dans sa chambre de maison de retraite, oublié de presque tout le monde, sans famille, sans enfant, sans personne pour pleurer vraiment sa disparition. Et moi, j'étais vivante, à 63 ans, libre, seule, mais vivante. La vie avait rendu à chacun ce qu'il avait semé. Émeric avait vécu dans le mensonge. Il avait construit une façade respectable, une carrière brillante, un mariage convenable. Mais il était mort seul, sans avoir jamais vraiment vécu, sans avoir jamais été lui-même, sauf quelques week-ends volés. Il avait gagné la respectabilité, mais il avait perdu la vérité. Et au final, qu'est-ce qui reste? Pas les promotions à la banque, pas les dîners mondains, juste le regret et les carnets cachés. Mathieu avait aimé en secret. Il avait sacrifié sa vie pour un amour impossible. Il avait attendu, pendant 38 ans, dans une maison isolée, sans reconnaissance, sans légitimité, sans fierté. Il avait gagné l'amour d'Émeric, mais il avait perdu sa propre vie. Et au final, il était mort seul aussi, oubliant même l'homme qu'il avait aimé. Et moi, j'avais vécu dans l'aveuglement volontaire. J'avais accepté les miettes, le confort sans amour, la sécurité sans vérité. J'avais fermé les yeux sur les absences, sur les silences, sur les mensonges, parce que j'avais peur. Peur de rester seul, peur de recommencer, peur de vivre vraiment. Mais maintenant, je savais ce que c'était que de vivre à moitié, et je ne le ferai plus jamais. Un soir de décembre 2026, j'ai reçu une lettre de la résidence Les Hortensias. C'était Madame Leclerc, la directrice. Elle m'écrivait pour me remercier, pour la donation, pour tout, et elle avait joint quelque chose. Chère Madame Darcy, je vous écris pour vous remercier de votre générosité envers Monsieur Berger et notre établissement.
Après le décès de M. Berger, nous avons retrouvé quelques effets personnels dans sa chambre. Très peu de choses. Il vivait simplement. Mais il y avait une enveloppe, avec votre nom dessus. Je vous la fais parvenir, avec toute ma gratitude, Madame Leclerc. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une petite carte, écrite d'une main tremblante. Madame Apolline, je ne sais pas si je me souviendrai de vous demain, ou dans une heure. Mais aujourd'hui, je me souviens. Je me souviens que vous m'avez rendu ma maison, notre maison, à Aymeric et moi. Je me souviens que vous ne m'avez pas jugé. Je me souviens de votre gentillesse. Aymeric m'avait dit que vous étiez quelqu'un de bien. Il avait raison. Merci. Mathieu Berger, 20 août 2026. J'ai pleuré. Longtemps. Pas de tristesse, pas de colère. Juste de soulagement. Parce que Mathieu m'avait pardonné. Alors que je n'avais rien fait de mal. Alors que c'était moi, la victime. Il m'avait pardonné d'exister, d'avoir été là, d'avoir pris la place qui aurait dû être la sienne. Et ce pardon m'a libéré. La vie avait rendu justice, pas par vengeance, pas par punition divine, juste par l'équilibre naturel des choses. Aymeric avait vécu dans la peur, et il était mort seul, avec ses secrets, sans jamais avoir goûté à la liberté. Mathieu avait vécu dans l'attente, et il était mort seul aussi, en oubliant même pourquoi il attendait, sans jamais avoir été reconnu. Et moi, j'avais vécu dans l'aveuglement. Mais contrairement à eux, j'étais encore vivante. Et j'avais le temps de vivre autrement, le temps de choisir la vérité, le temps de me choisir, moi. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas une victoire, c'était juste la vie qui rend à chacun ce qu'il a donné. Aymeric avait donné des mensonges, et il avait reçu une vie de mensonges. Mathieu avait donné de l'amour, et il avait reçu de l'amour, caché, incomplet, mais de l'amour quand même. Et moi, j'avais donné ma patience, ma résignation, mon silence, et j'avais reçu 30 ans de vide poli. Mais maintenant, j'allais donner autre chose, de la vérité, du courage, de la vie, et je recevrais enfin ce que je méritais. Un matin de janvier 2027, je me suis réveillée tôt. Le soleil entrait par la fenêtre de mon appartement à Aix-en-Provence. J'ai fait du café. Je me suis assise sur le balcon, et j'ai regardé la ville s'éveiller. Les toits ocres, les rues pavées, les marchés qui s'installaient, une vie nouvelle, simple, vraie. J'avais 64 ans. Mes cheveux étaient presque tout blancs maintenant. Mon visage portait les marques du temps. Mais pour la première fois, j'étais moi. Pas l'épouse d'Aymeric, pas la femme de façade, juste Apolline. Et c'était suffisant. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à donner des cours de traduction à l'université d'Aix-Marseille. J'ai rencontré des gens, de vraies rencontres. Pas des dîners mondains, des conversations sincères, des rires vrais. J'ai aussi rencontré une femme, Sylvie, 68 ans, veuve depuis 10 ans, professeure de littérature à la retraite. Nous avons pris l'habitude de prendre le café ensemble, le jeudi matin, au petit bistrot de la place des quarts d'heure. Nous parlions de livres, de voyages, de la vie. Un jour, elle m'a demandé « Apolline, vous avez été mariée longtemps ?»« 30 ans. Vous étiez heureuse ?» J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité. « Non, pas vraiment. Mais je ne le savais pas. Ou plutôt, je ne voulais pas le savoir. » Elle a hoché la tête. « Je comprends. Parfois, on préfère le confort du mensonge à la douleur de la vérité. » Exactement. Nous sommes devenus amis. De vrais amis. Pas des connaissances polies. Des amis. Et un soir, en rentrant chez moi, après un dîner chez Sylvie, j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureuse. Vraiment heureuse. Pas du bonheur éclatant. Pas de la passion dévorante. Juste une paix intérieure. Une sensation de justesse. La vie m'avait repris 30 ans. Mais elle m'en avait rendu 20. Peut-être 30. Peut-être 40 si j'avais de la chance. Des années vraies. Authentiques. Choisies. Et c'était bien plus précieux que les 30 années perdues. 5 ans ont passé. Nous sommes en mai 2031. J'ai 68 ans aujourd'hui. L'âge qu'Aymeric aurait eu s'il avait vécu. Je vis toujours à Aix-en-Provence, dans le même petit appartement lumineux du quartier Mazarin. Mais maintenant, cet appartement est vraiment le mien, rempli de mes livres, de mes photos, de ma vie. Ce matin, je me suis réveillée avec le soleil. J'ai fait du café. Je me suis assise sur le balcon et j'ai regardé les toits ocres briller sous la lumière du printemps. C'est devenu mon rituel. Chaque matin, café,
Silence, lumière, un moment rien qu'à moi. Sylvie vient déjeuner tout à l'heure. Nous avons prévu d'aller au marché, puis de cuisiner ensemble. Elle a 73 ans maintenant, toujours aussi vive, toujours aussi drôle. Elle est devenue ma meilleure amie, la première vraie amie que j'ai eue depuis toujours, peut-être. Avec elle, je peux être moi, rire fort, dire ce que je pense, me tromper, douter. Il n'y a pas de façade, pas de politesse forcée, juste deux femmes qui s'apprécient sincèrement. Hier soir, elle m'a posé une question. Nous étions sur sa terrasse. 2 verres de rosé. Le soleil couchant. « Apolline, tu regrettes ?»« Quoi ?»« C'est 30 années, avec Émeric. » J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. « Non, je ne regrette pas. » Elle m'a regardée avec surprise. « Vraiment ? Vraiment ? Parce que ces 30 années m'ont appris quelque chose. »« Quoi ? Que vivre à moitié, ce n'est pas vivre. » Elle a hoché la tête lentement. « Et maintenant ? Maintenant, je vis. Vraiment. » Elle a souri. « Je vois ça. » Et c'était vrai. Ces 5 dernières années, j'ai vécu plus intensément que les 30 années précédentes. J'ai voyagé, seule, avec Sylvie, avec des groupes de randonneurs. J'ai vu l'Italie, l'Espagne, le Portugal, pas des voyages organisés, pas des circuits touristiques, juste des découvertes, des rencontres, des moments vrais. J'ai repris la traduction, pas comme métier, comme passion. Je traduis des romans, de l'anglais vers le français, des histoires d'amour, de liberté, de rédemption. Des histoires qui me parlent. J'ai aussi commencé à écrire mon propre livre, pas l'histoire d'Émeric et Mathieu, pas directement, mais une histoire inspirée de tout ça, une histoire sur les mensonges qu'on se raconte, sur les vies qu'on laisse passer, sur le courage qu'il faut pour recommencer. Je l'ai fini il y a 3 mois. Un petit éditeur d'Aix l'a accepté. Il sortira en septembre prochain. Je l'ai intitulé « Les clés du silence ». Quand j'ai reçu le contrat, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de joie, parce que c'était la preuve que ma vie n'était pas finie, qu'à 68 ans, je pouvais encore créer, encore partager, encore exister. Ce matin, en buvant mon café, j'ai pensé à eux. Émeric, Mathieu. Cela fait 5 ans qu'ils sont morts, 5 ans que je les ai laissés partir. Je ne leur en veux plus. Je ne leur en ai jamais vraiment voulu d'ailleurs. Comment pourrais-je leur en vouloir? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les cartes qu'ils avaient en main. Émeric est né en 1958, à une époque où être homosexuel était un crime, une maladie, une honte. Il a grandi dans une famille bourgeoise conservatrice, avec un père qui attendait de lui qu'il soit normal, qu'il se marie, qu'il ait des enfants, qu'il perpétue le nom. Il a essayé d'être cet homme. Il a essayé de tuer qui il était vraiment. Mais on ne peut pas tuer l'amour. On ne peut que le cacher. Et c'est ce qu'il a fait, pendant 38 ans. Mathieu est né en 1957, 1 an avant Émeric. Il a grandi dans une famille modeste, sans prétention, mais avec les mêmes interdits, les mêmes peurs, les mêmes silences. Il a aimé Émeric dès le premier regard, et il l'a attendu, pendant 38 ans, sans jamais exiger qu'Émeric quitte sa vie de façade, parce qu'il savait que c'était impossible. Moi, je suis né en 1963, 5 ans après Émeric. J'ai grandi dans une France qui changeait, mais pas assez vite, où les femmes devaient encore choisir entre carrière et mariage, où le divorce était une tâche, une faute. Quand j'ai divorcé de Laurent à 31 ans, j'étais marquée. Divorcée. Le mot sonnait comme une condamnation. Alors quand Émeric m'a proposé la sécurité, j'ai dit oui, parce que j'avais peur de rester seule, parce que je croyais que c'était ma dernière chance. Nous avons tous été prisonniers, prisonniers de notre époque, de nos peurs, de nos conventions. Mais moi, contrairement à eux, j'ai eu une seconde chance, parce qu'Émeric est mort à 67 ans, sans avoir jamais vraiment vécu. Mathieu est mort à 69 ans, en oubliant même qui il avait aimé, mais moi, je suis encore là, à 68 ans, vivante, consciente, libre. Et cette liberté, je ne la gaspillerai pas. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de la mairie de Pleyben. La maison, celle qu'Émeric et Mathieu avaient fait partager pendant 38 ans, avait été vendue, comme je l'avais demandé au notaire. Le produit de la vente avait été versé à la résidence Les Hortensias. Mais la mairie me demandait si je voulais quelque chose, parce qu'il restait des affaires personnelles,
des livres, des photos, des objets. J'ai hésité, puis j'ai dit non. Donnez tout, à une association, à une bibliothèque, peu importe, parce que cette histoire n'était pas la mienne. Elle appartenait à Aymeric et Mathieu. Et maintenant qu'ils étaient partis, elle pouvait disparaître aussi. Mais il y avait une chose que j'ai gardée, le trousseau de clés, celui que j'avais trouvé dans le tiroir d'Aymeric, le jour où tout avait commencé. 3 clés en laiton, un anneau argenté, une étiquette en carton jauni. 17, chemin des Ajoncs, Plébène, Bretagne. Je l'ai gardé, pas par nostalgie, pas par rancune, mais comme symbole. Ces clés ont ouvert une porte. Pas seulement la porte de cette maison à Plébène, mais la porte de la vérité, la porte de ma propre vie. Sans ces clés, je serais restée dans l'illusion. Je serais restée la veuve d'Aymeric Moreau, la femme qui pleure poliment son mari respectable. Mais ces clés m'ont libérée. Elles m'ont montré que ma vie avait été un mensonge. Et paradoxalement, cette vérité douloureuse m'a sauvée. Parce qu'on ne peut pas recommencer si on ne sait pas qu'on a perdu du temps. On ne peut pas choisir si on ne sait pas qu'on a le choix. On ne peut pas vivre si on ne sait pas qu'on était mort. Ce matin, en regardant ces clés posées sur mon bureau, j'ai pensé à quelque chose. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une femme, quelque part, lit mon livre ou entend mon histoire et se dit « Moi aussi, je vis à moitié. Moi aussi, j'accepte les miettes. Moi aussi, j'ai peur. » Et si cette femme décide de changer, de poser des questions, de chercher la vérité, de partir si nécessaire, alors ces 30 années perdues n'auront pas été totalement vaines. Parce que c'est ça, la sagesse. Ce n'est pas éviter les erreurs, c'est transformer les erreurs en leçons. C'est donner du sens à la douleur, c'est partager ce qu'on a appris. J'ai appris qu'on ne peut pas vivre pour quelqu'un d'autre, ni par obligation, ni par peur, ni par résignation. J'ai appris qu'un mariage sans amour est une prison dorée, belle de l'extérieur, vide à l'intérieur. J'ai appris que le silence n'est pas la paix, que l'absence de conflit n'est pas le bonheur, que la sécurité matérielle ne remplace pas la vérité. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard, jamais, même à 63 ans, même à 68 ans. On peut toujours recommencer, on peut toujours choisir, on peut toujours vivre. Et j'ai appris quelque chose d'encore plus important, le pardon. Pas le pardon facile, pas le pardon qui efface tout, mais le pardon qui libère. J'ai pardonné à Aymeric, parce qu'il était prisonnier, comme moi, parce qu'il a souffert, comme moi, parce qu'il n'a jamais été méchant, juste, lâche. J'ai pardonné à Mathieu, même s'il n'avait rien à se faire pardonner, parce qu'il a aimé, vraiment, et que l'amour, même caché, vaut toujours mieux que l'indifférence. Et surtout, j'ai pardonné à moi-même, pour avoir fermé les yeux, pour avoir accepté le mensonge, pour avoir eu peur, pour avoir perdu 30 ans. Je me suis pardonné, parce que j'ai fait ce que je pouvais avec qui j'étais à l'époque. Et maintenant, je suis quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus libre. Le téléphone sonne. C'est Sylvie. « Apolline, je suis en bas. Tu descends? Le marché nous attend. » Je souris. J'arrive. Je prends mon sac, mes clés, les nouvelles, celles de mon appartement, et je laisse l'ancien trousseau sur le bureau. Parce que certaines portes, une fois ouvertes, n'ont plus besoin d'être refermées. Elles restent juste là, témoins silencieux, rappel de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a survécu, de ce qu'on est devenu. En descendant l'escalier, je pense à toutes ces femmes, celles qui écoutent cette histoire, celles qui vivent peut-être la même chose. Et je veux leur dire quelque chose. Si vous vivez à moitié, arrêtez. Si vous acceptez les miettes, refusez. Si vous avez peur, osez quand même. Parce que la vie est trop courte pour la passer à côté de soi-même. Il vaut mieux 10 ans de vérité qu'une vie entière de mensonges. Il vaut mieux être seule et libre que mariée et prisonnière. Il vaut mieux recommencer à 60 ans que de mourir à 80 sans avoir jamais vraiment vécu. Je rejoins Sylvie. Elle me prend le bras. Nous marchons vers le marché. Le soleil brille. Les rues sentent la lavande et le pain frais. Et moi, Apolline Darcy, 68 ans, je marche vers ma vie, ma vraie vie, celle que j'ai choisie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois,
une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.